La victoire de Ginglan va donner un atout considérable à Erispoé. De plus, les prisonniers francs capturés sur le lieu de la bataille vont lui permettre d'avoir un poids supplémentaire pour les négociations. C'est donc sereinement qu'Erispoé se rend en septembre 1851 à Angers. Il est reçu par Charles le Chauve, Angers étant une place très importante pour les Francs. C'est d'ailleurs d'Angers que se sont ébranlées les troupes de Charles le Chauve avant leur débâcle de Ginglan. Alors ce qui s'est passé à Angers est très intéressant puisque Erispoé est reçu par Charles le Chauve en grande pompe, il s'agenouille et par dation des mains reçoit de la chancellerie royale le caractère héréditaire et national du pays que l'on reconnaît sous son autorité. De facto, la Bretagne devient une nation. Une nation qui réunit en son sein les Bretons bretonnants et les Bretons gallo. Alors où est l'exception bretonne ? Il est vrai que l'Aquitaine et la Bavière, par exemple, sont aussi des royaumes satellitaires de l'Empire des Francs. La différence, c'est que la Bretagne est administrée et conquise par un non-franc, alors que les autres royaumes dépendent tous d'un des membres de la famille de l'Empire. Voilà l'exception bretonne. En signe de reconnaissance envers Dieu, un an jour pour jour après la bataille de Ginglan, Erispoé donnera à l'abbaye de Redon un tiers du territoire du Grand Fougeray, lieu où s'est déroulée la fameuse rencontre. Ainsi, la Bretagne conquiert le statut qui garantit son existence future. En bonus, Erispoé reçoit les territoires de l'ancienne marche de Bretagne, c'est-à-dire les secteurs de Rennes et Nantes. Par cette victoire, le roi breton offre au peuple la paix et la fin des ravages perpétrés par les Francs. Donc ça fait une très grande Bretagne, c'est-à-dire qu'il s'empare d'une grande partie de ce qu'on appelle la Neustrie occidentale, contre le roi, le petit-fils de Charlemagne. Qu'est-ce qui explique alors ces succès militaires? C'est tout simplement parce que il y a la guerre civile entre les princes carolingiens et les Vikings qui attaquent de tous les côtés, qui empêchent la mobilisation générale des troupes de Charles le Chauve. En plus, Charles le Chauve a des problèmes avec la haute aristocratie carolingienne. Et les Bretons profitent. Voilà, ils profitent. On leur donne. Et puis, probablement, et comme ils sont très efficaces, ils sont accueillis comme pas des sauveurs, mais on peut l'imaginer, comme face aux Vikings qui sont partout, qui s'installent partout, qui ont des comportements. Ce sont des esclavagistes. Hein. Et donc, résultat, les Bretons qui arrivent peuvent protéger ces régions. Il faut bien comprendre que les Vikings vont vivre sur le pays, ne vont pas modifier la structure politique ni sociale du pays, mais vont vivre des produits de leur rapine et de leur raid razzia. C'est-à-dire partant de camps qui peuvent être des camps de bord de mer ou des camps de l'intérieur, comme on vient de voir celui du camp d'Umna ou celui du camp de l'île de Biesse qui avait en face Nantes, il y a des expéditions qui partent avec de la cavalerie, quelques vikings montés sur des chevaux, avec des chariots, et vont intervenir généralement dans des endroits où ils savent qu'il y a de la richesse, c'est-à-dire des abbayes, des lieux de pouvoir, et vont piller et récupérer tout ce qu'ils vont pouvoir récupérer. Au passage, les populations vont être massacrées, on va là aussi piller ce qu'on va pouvoir piller, mais on va surtout prélever dans les populations des esclaves, des gens qui vont être rendus en esclavage, puisque les Vikings pratiquent l'esclavage, la vente et le commerce des esclaves, qui est quelque chose qui est très à la mode sur tout le pourtour de la Manche, hein, puisque dans le sud de l'Angleterre, en Irlande, l'esclavage est très fréquemment pratiqué. Les esclaves vont être très prisés en fait un petit peu partout en Europe et aussi dans le monde musulman. Pourquoi ? Parce que tout simplement, par exemple, dans le monde musulman, il est interdit d'avoir des esclaves, sauf s'ils ne sont pas musulmans. C'est quelque chose qui n'a jamais été vraiment mis en avant, mais ça vraiment, on a un commerce très lucratif à ce moment-là. Donc, notamment les Irlandais, les guerres civiles irlandaises en fait vont produire des esclaves facilement pour les Scandinaves qui vont juste récupérer des prisonniers de guerre et ensuite ou des prises de guerre pour ensuite aller les revendre un petit peu plus tard. En Bretagne, on le pratique également un peu jusqu'à la fin du XIe siècle. Hein. Les terres sont entretenues, les terres qui appartiennent à des machtiernes sont entretenues soit par des colons ou des esclaves. Plus tard, ils deviendront des serfs, il y aura le servage, mais ça ne prendra pas trop en Bretagne. Mais à cette période-là, l'esclavage, le commerce des esclaves joue un rôle important dans l'économie.
Et donc les Vikings vont être des prédateurs qui ne vont rien apporter à la société, mais par contre vont vivre sur le dos de la société bretonne. Tout le monde a d'énormes problèmes avec les Vikings qui s'installent partout. Donc résultat, il faut naviguer, trouver des alliances pour ne pas se retrouver entre deux fronts, c'est-à-dire les Vikings et les Carolingiens. C'est un mythe un petit peu qui est de penser que les Vikings vont tout cramer systématiquement dès qu'ils arrivent quelque part. Et s'ils le font, c'est certainement pour une raison tactique, hein, c'est que quand on va piller un village, le plus simple, quand on part, les bras pleins de richesses, en mettant le feu à un ou deux bâtiments, les habitants vont plutôt perdre du temps à essayer d'éteindre l'incendie plutôt qu'aller vous courir après. Finalement, on est là plutôt chez les Vikings pour installer un commerce, quoi. Alors, c'est d'abord leur motivation. C'est pour ça qu'ils s'installent des comptoirs, en fait. Il faut savoir que la ville de Dublin, la ville de York, même si elle existait avant, ont été des comptoirs vikings importants. Dublin a été quand même créé, en fait, par les Scandinaves. Mais même en Russie, Kiev, Novgorod, etc., sont des villes qui sont occupées par le commerce scandinave. Je pense que les Scandinaves sont présents en fait depuis très longtemps sur les routes commerciales et leurs fameux navires en fait aident justement à ces commerces, puisqu'ils sont des navires rapides et comme je le rappelle, qui peuvent aller très loin dans les fleuves, donc atteindre des ports fluviaux beaucoup plus facilement que bien d'autres navires. C'est tout bête, mais le drakkar, on va l'appeler comme ça pour être plus simple, n'a ni proue ni poupe, c'est-à-dire qu'il peut aller dans les deux sens. Il n'y a pas besoin de retourner en fait le bateau pour pouvoir repartir dans l'autre sens, ce qui est idéal en fait pour les fleuves et les rivières. Et donc ils installent des comptoirs et c'est la première chose qu'ils vont faire, même quand ils vont installer, on va dire, de façon violente en fait ces comptoirs, c'est avant tout pour le commerce. Un commerce qui s'installe sur différents objets commerciaux qui vont faire venir eux-mêmes de Scandinavie. L'ivoire en est un très important parce que l'ivoire n'est pas... l'ivoire des éléphants est absolument difficile à trouver. Par contre, l'ivoire de morse est beaucoup plus facile. Il y a aussi quelque chose qu'on connaît moins qui est la plume. La plume d'Eider, qui est un canard polaire, qui est une plume extrêmement blanche, extrêmement pure et extrêmement épaisse. Cette plume va être célèbre après, parce que ça va donner le mot édredon, Eider, Ederdun en danois, la plume d'Eider. Voilà, il y a l'ambre aussi, il va y avoir comme ça différents, la fourrure probablement d'animaux polaires. On parle de miel aussi, beaucoup, voilà, ils en font commerce, on a tous ces aspects-là. Mais ce qui va vraiment être la clé du commerce scandinave, et ça c'est quelque chose dont on découvre maintenant la puissance, c'est essentiellement le commerce de l'esclavage. Les Vikings installés à Nantes devenaient insupportables. Il y avait des razzias qui étaient, partant de Nantes, qui se développaient sur toute la façade atlantique. Et le roi Erispoé va s'allier à un Danois, Eric, pour justement les chasser de Nantes une première fois. Bon, ils y reviendront par la suite, mais là, ils vont être obligés de quitter l'île de Biesse dans laquelle ils se sont enfermés sur un site fortifié, comme celui du camp d'Umna, et d'où ils menaient leurs raids et où ils développaient leur commerce de leur razzia. Donc on négocie, on fait la guerre, etc. C'est tout le temps comme ça. Et donc on a du mal à les suivre. Alors en même temps, ils essayent de contrôler leur territoire avec l'appui de la papauté, parce que Erispoé a été excommunié, plutôt. Les évêques nommés par Nominoé ont été excommuniés par le pape sous Erispoé. Et le pape, c'est Nicolas Ier, qui est un des principaux... C'est le début de l'ascension de la papauté. C'est vraiment le tout début, pour les historiens de la papauté, Nicolas Ier est le pape qui refonde la puissance de la papauté. C'est lui qui va s'opposer au prince carolingien, à l'empereur, en disant « Je suis supérieur à vous. Je suis supérieur à tous les souverains. Tous les souverains chrétiens me doivent obéissance. » Donc forcément... Voilà, donc bien sûr, tout le monde. Et en fait, il y a les Vikings partout qui arrivent en Méditerranée, qui sont partout, donc, et qui font des ravages épouvantables. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on ne s'ennuie pas avec les Vikings.
Et pendant ce temps-là, Erispoé continue d'administrer son royaume. Il va d'ailleurs s'intituler en 852 prince de toute la Bretagne jusqu'à la Mayenne. C'est peut-être cette ambition non feinte qui va pousser Charles le Chauve à user d'une tactique en fin politicien, pour une fois. Il va proposer au cousin d'Erispoé, Salomon, un tiers de la Bretagne qu'il n'a plus. Ce tiers, d'ailleurs, on n'en connaît pas vraiment les limites. Et en même temps, il va proposer des fiançailles à Erispoé. On va fiancer la fille d'Erispoé avec le jeune fils de Charles le Chauve, Louis le Bègue, qui n'a que 10 ans. Ce faisant, Charles le Chauve pense un jour, par le jeu des dots et des héritages, eh bien, ramener la Bretagne dans son propre royaume. Voilà la tactique. Est-ce que Erispoé a vu le vent venir? Est-ce qu'il a changé d'avis vis-à-vis des Francs? En tout cas, il accepte. Et surtout, il joue le jeu avec les pairs de la Bretagne, puisqu'il demande à tous les grands du royaume leur consentement. Alors, le projet est prévu pour 856. Et ils vont tous accepter. Tous, sauf un.